Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur, comme toujours, de vous présenter deux organismes et l'un d'eux est la Maison et le Centre de jour Saint-Raphaël. Et je vais vous dire, malgré le fait que ce soit une maison de soins palliatifs, on va parler de vie d'abord et avant tout. Et je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission. Restez à l'écoute. Alors, bienvenue aux Héros Anonymes. J'ai le grand plaisir, comme je vous disais, de sortir peut-être de l'anonymat pour certains, cet organisme qui s'appelle la Maison Saint-Raphaël. Et j'ai le plaisir de le faire avec deux invités. On a avec nous en studio Olivia Lévesque, qui est directrice générale, et également Véronique Després, qui est directrice du Centre de jour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Lorsqu'on pense à une maison de soins palliatifs, là, il nous vient plein de choses en tête. Évidemment, ceux qui ont vécu l'expérience le savent, peuvent témoigner mieux que moi qui n'a jamais passé par... Bien évidemment, qu'un de mes proches n'a jamais passé par là. Commençons par démystifier puis nommer les choses. C'est quoi une maison de soins palliatifs exactement? Alors, une maison de soins palliatifs, c'est un endroit, en fait, où on accueille les personnes qui sont en fin de vie et leurs proches. Donc, c'est important de comprendre que c'est une approche, justement, qui est globale. On englobe toute la famille, les proches de cette personne-là, et ça devient leur maison pour le temps de cette fin de vie-là. Et ce qui est important et qui prime avant tout, c'est la vie, comme tu l'as dit. Donc, on va permettre à ces gens-là de vivre chaque seconde jusqu'au dernier souffle. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et il y a différentes maisons de soins palliatifs au Québec puis ailleurs. La Maison Saint-Raphaël est, je vais vous dire, une jeune maison de soins palliatifs. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette maison-là, la Maison Saint-Raphaël? Elle est extraordinaire. Bien, j'en conviens. Évidemment. Particulière dans le sens que, oui, on a ouvert nos portes en 2019. On est assez jeune. On est situé à Montréal, donc on est la seule à Montréal. Et on est le seul centre de jour aussi à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup de centres de jour encore. Il y en a quelques-uns au Québec. Et ça devient de plus en plus en émergence parce que c'est un besoin très clair dans la population. Et donc, il y a ça de spécial, c'est qu'on est un centre de jour et je pense qu'on a un modèle de centre de jour qui a été un peu forcé par la pandémie, mais qui démontre ses preuves, qui est un peu différent peut-être de ce qu'on voit habituellement. Donc, voilà. J'ai vraiment arrêté. Vous m'avez dit que vous êtes la seule maison de soins palliatifs à Montréal. Sur l'île de Montréal, oui, mais on est quand même 2-3 sur l'île. Oui. Il y a une maison, il y a Theresa Deller qui est dans le West Island. Et il y a aussi des ailes de soins palliatifs, évidemment, dans les différents hôpitaux. Dans les hôpitaux, mais quand même. C'est un peu différent, c'est ça. Mais quand même, comme maison, donc vous êtes l'endroit où, si on a besoin d'être en soins palliatifs, probablement j'aurais le goût, le goût que ma famille et nous, tous ensemble, on vive ça. Vous avez parlé de centre de jour. On a avec nous la directrice du centre de jour. J'ai voulu vous demander pour les gens qui, comme moi, ne sont pas tout à fait à l'affût de ce qu'est un centre de jour dans une maison de soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça diffère d'aller en centre de jour, d'aller directement dans une maison de soins palliatifs là, de manière plus continue en fin de vie? Pourquoi le centre de jour et qu'est-ce que ça fait? C'est une bonne question. D'ailleurs, je vais commencer par dire un élément qui est important, qui nous diffère aussi de certaines autres maisons de soins palliatifs. Puis là, vraiment, pas juste pour le centre de jour, mais globalement, à la Maison Saint-Raphaël, on accueille des personnes qui sont atteintes d'une maladie terminale, peu importe laquelle. Donc, il y a certaines maisons de soins palliatifs qui vont vraiment focusser sur l'oncologie. Mais à Saint-Raphaël, on accueille vraiment toutes les maladies confondues. Donc, c'est vrai pour l'unité de soins, pour les gens qui sont vraiment vers la toute fin de la vie, donc avec un pronostic de moins de 3 mois. Mais c'est aussi vrai pour le centre de jour. Donc, au centre de jour, c'est des soins palliatifs précoces. Donc, on veut, aussitôt qu'une personne se fait diagnostiquer d'une maladie terminale, on souhaite que cette personne-là puisse recevoir de nos services. Donc, l'idée, c'est pas la clientèle qui a reçu un pronostic de moins de 3 mois, mais vraiment des gens qui peuvent être encore en traitement. Donc, je vais donner souvent comme exemple une femme qui se fait diagnostiquer d'un cancer du sein, stade 4.
qui reçoit encore peut-être des traitements de chimio, de radiothérapie, donc des traitements actifs, mais qui sait que sa maladie ne sera pas curable. Ça peut être une personne qui est atteinte d'une maladie cardiaque avancée, mais qui n'a aucune idée là, quand est-ce qu'elle va mourir. Mais elle sait qu'elle ne guérira pas de cette maladie cardiaque-là. Et comme Olivia disait, vraiment, à Saint-Raphaël, on s'est vraiment fait comme mission de bien entourer la personne qui vit avec la maladie, mais aussi les proches. Donc, au centre de jour, on offre de façon bien égale autant des services aux personnes qui sont atteintes de la maladie que la famille, les proches de cette personne-là. Peu importe qu'il y ait un lien familial ou que ça soit, des fois, la personne proche, c'est une amie, un ami. Donc, ça peut être ces personnes-là. Et comme on veut pouvoir vraiment accompagner du début jusqu'à la fin à Saint-Raphaël, on offre aussi les services aux personnes endeuillées. Évidemment, toujours sous le grand chapeau des soins palliatifs. Donc, les personnes endeuillées, les proches aidants peuvent venir à Saint-Raphaël dans le cadre des soins palliatifs. Donc, qu'ils accompagnent une personne qui fait face à une maladie terminale. Donc, on ne serait pas la bonne ressource pour avoir un accompagnement au deuil d'une personne qui est décédée dans un accident d'auto, par exemple, parce que c'est simplement juste pas notre expertise. Puis, on reçoit donc toutes ces belles personnes-là dans une optique, comme j'ai dit, de soins palliatifs précoces. Puis l'objectif, c'est de maintenir les gens à la maison le plus longtemps possible. D'ailleurs, là, il y a des études qui ont été effectuées au Québec auprès des centres de jour qui existent. La maison Michel Sarrazin et Victor Gadebois en sont deux, là, puis il y en a d'autres qui ont ouvert à Rivière-du-Loup aussi. Ça a été démontré que les centres de jour, par leur approche, améliorent la qualité de vie et augmentent le maintien à domicile, augmentent la durée du maintien à domicile. Donc nous, on travaille vraiment fort avec cette optique-là. Je comprends tout à fait. Donc juste pour faire une synthèse, donc Oui. Une maison de soins palliatifs, on s'en va là lorsqu'on a un diagnostic généralement qui nous laisse présager 3 mois au moins d'ici la fin de vie. Le centre de jour, on sait qu'il va avoir une fin de vie. Là. Elle s'en vient, mais elle n'est pas nécessairement dans une plage de 3 mois. Exact. Donc, Puis je dirais même que les gens, en fait, qui fréquentent le centre de jour ne pensent pas du tout à la fin de vie. OK, on n'est pas dans cet esprit-là. On n'est pas dans cet Pas nécessairement, non, exactement. On est plus dans l'esprit, j'ai une maladie incurable, comment je fais pour vivre avec ça? C'est un peu ça. C'est intéressant. Et puis tranquillement, au rythme de chacun, on va aller aborder le sujet de la fin de vie éventuellement, mais au rythme de chaque personne et de ses proches. Oui, puis j'ai pas de misère à le croire qu'on n'est pas dans cette perspective-là de fin de vie parce que, bon, vous ne le savez pas, là, qui nous écoutez, mais ce sont des gens très drôles, des gens allumés, des gens très agréables avec qui je parlais avant qu'on rentre en ondes, puis probablement que vous l'entendez depuis. Vous ne donnez pas l'impression d'être deux croque-morts là, qui arrivent ici, puis ça va être funèbre comme rencontre. Donc, d'après moi, ça doit pas être teinté par cet esprit-là ou par cet angle-là. On doit être vraiment dans la célébration de la vie plus que d'autres choses. J'ai pas de misère à le croire. Complètement. Tout à fait. Et vous avez parlé, que ce soit en centre de jour, que ce soit en soins palliatifs, lorsque les gens rentrent chez vous là, pour quelques heures ou pour un séjour, il se passe quoi là-bas? À quoi ils peuvent s'attendre comme planning, soit le planning de la journée ou le planning pour les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, on va commencer peut-être par le centre de jour, puis je parlerai de comment ça se passe à l'unité de soins après. Mais donc, au centre de jour, à quoi ils peuvent s'attendre? Bien, première des choses, autant aux deux endroits, c'est à être accueillis dans l'humeur qu'ils sont, dans le ressenti qu'ils sont, au rythme où est-ce qu'ils sont, dans la journée où est-ce qu'ils sont. Ils vont pas bien, ils vont bien, ils sont accueillis par une équipe multidisciplinaire. Donc, on a au centre de jour toutes sortes de professions. Donc, ça part de travailleuse sociale, on a des acupuncteurs, massothérapeutes, musicothérapeutes, art-thérapeutes, on a des bénévoles aussi qui sont là. Donc, l'idée, c'est qu'ils viennent passer une journée. Ils vont évidemment recevoir des soins et des services, mais ils viennent aussi pour briser l'isolement. Donc, ils vont peut-être rencontrer d'autres personnes avec qui ils vont connecter, puis pouvoir parler de ce qu'ils vivent. Puis là, tiens, je découvre que je vis la même chose que telle autre personne.
Ils vont peut-être avoir des conversations informelles avec des bénévoles qui vont leur faire du bien. Ils vont peut-être pas parler du tout, puis c'est bien correct. Ils vont avoir un repas, donc ils peuvent le partager avec d'autres ou ils peuvent le prendre pour revenir à la maison le soir puis le partager avec leur famille. Donc, puis là, on parle vraiment des 3 types de clientèle qui fréquentent le centre de jour. Donc, les personnes qui vivent avec la maladie incurable, les proches ou les personnes endeuillées. Donc, toutes ces personnes-là se côtoient dans le centre de jour, puis ça crée un bel amalgame. Je dirais que c'est comme une belle maison où est-ce qu'il y a plein d'humanité. Fait qu'ils rentrent là, puis c'est juste une journée où est-ce qu'ils peuvent enfin se permettre de juste vivre qu'est-ce qu'ils ont à vivre. Je sais pas si ça fait un bon résumé, Véro. Oui, je pense que globalement, c'est ça. Puis on a des activités qui sont donc thérapeutiques, mais on a aussi des activités de loisirs. Des fois, c'est juste de créer avec du matériel artistique. Des fois, on a des activités aussi comme... à l'automne, on a eu l'activité de la mielée où est-ce qu'on a un couple qui est venu sortir le miel là, de la ruche, puis on a pu observer les abeilles. Fait qu'il y a vraiment, on essaye vraiment d'insuffler la vie. Oui, c'est ça, oui, exactement. Exactement. Pendant ce temps-là, on ne pense pas... On oublie la maladie pendant un certain temps. Oui, parce qu'il n'y a pas juste la maladie. La vie continue, puis il y a toutes les sphères de chaque personne qui évolue au même rythme. Donc, voilà. Puis à l'unité de soins, bien, c'est sûr que c'est un peu différent. Les gens, quand ils arrivent, évidemment, la première journée, c'est toujours, je pense, difficile autant pour les proches que pour les personnes parce qu'ils le savent que, bon, premièrement, ils viennent de laisser un chez eux, bien souvent. Ils savent que c'est la dernière fois qu'ils ont vu cette maison-là. Donc, sauf l'équipe s'efforce, en fait, tout simplement de les faire sentir comme s'ils sont à la maison. Donc, bien souvent, ça prend peut-être 1 ou 2 journées. Mais tout d'un coup, ils se sentent vraiment bien. Ils se sentent à la maison, ils décorent leur chambre comme ils le souhaitent. Ils peuvent même amener leur animal de compagnie s'ils veulent. On n'est pas comme dans un bloc d'un hôpital. On est dans un milieu de vie, vraiment. C'est vraiment un milieu de vie. Je comprends. Et puis, on apporte une attention toute particulière à la cuisine parce que c'est quelque chose qu'on a découvert qui est vraiment important pour les gens en fin de vie, souvent, et qui est très réconfortant. Donc, la cuisine est tout un pan de nos services à Saint-Raphaël. Donc, ils sont vraiment à la maison. Alors, et puis, ils vont être là, ils vont être accueillis le temps qu'ils y seront. Donc, ça peut varier, évidemment, d'une journée à plusieurs mois. Tout à fait. Bien, merci d'avoir mis, parlant de nourriture, merci d'avoir mis la table sur ce qu'est la maison Saint-Raphaël. En tout cas, moi, ça clarifie beaucoup. Je me sens un peu moins niaiseux par rapport à ce qu'est les soins palliatifs. Ou bien, on va s'arrêter un petit instant, on revient tout de suite après, puis on va poursuivre ce bel échange-là avec Olivia Lévesque et Véronique Després de la maison Saint-Raphaël. Alors, on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On a mis la table là, tout de suite avant cette petite pause-là sur ce qu'offrait le centre de jour, ce qu'offraient les différents soins. Je vous écoutais parler et ma première question, c'est mais ça doit coûter une fortune bénéficier de ces soins palliatifs-là, l'ensemble de ces services-là. Bon, là, en plus, si je comprends que vous ne faites pas juste... et en tout respect, pas juste la bouffe d'hôpital, ça ne doit pas être donné. Ça coûte combien bénéficier des services lorsqu'on rentre à la maison soins palliatifs? Est-ce qu'il faut se prendre une autre hypothèque, là, la famille, là, avant? Ben non. C'est merveilleux, c'est gratuit. Tout est gratuit, 100% gratuit. Les gens qui fréquentaient le centre de jour et l'unité de soins n'ont pas à débourser un sou. Par contre, on est un OBNL, donc on a effectivement on a du financement du ministère, mais à la hauteur d'environ 35-40%. Donc, on doit aller chercher le reste avec de la philanthropie. Donc, c'est sûr qu'on sensibilise quand même les gens à ça parce qu'on vit, les salaires sont payés par la communauté. Oui, certainement. Puis je regarde... puis il n'y a pas juste ça quand on passe à la philanthropie, mais je regarde souvent mes proches, ceux qui ont décédé, et souvent, on va voir maintenant de plus en plus dans les avis funéraires non plus, arrêter d'acheter 25 couronnes de fleurs. Là. C'est correct qu'il y en aura 2-3, mais vous pouvez aussi
faire un don à un organisme. Et Exactement. on voit de plus en plus de faire un don à la maison de soins palliatifs, qui fait partie des opportunités parce que, ben, écoutez, je tombe presque en bas de ma chaise, mais tout ça est gratuit et n'est financé qu'en partie par les fonds publics. Alors certainement, on invite les gens, pas juste les personnes endeuillées puis les personnes qui soutiennent les gens qui ont quitté là, à faire un don, mais on pourra parler de différentes façons de vous soutenir, mais certainement, en tout cas, ça éveille, en tout cas chez moi, quelque chose de ce côté-là. Comment les gens arrivent chez vous? Parce que d'avoir un diagnostic, c'est une chose, mais entre le diagnostic puis cogner à la porte de la maison Saint-Raphaël puis arriver avec son petit baluchon, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bien, Véronique pourrait peut-être mieux répondre à la question parce qu'elle s'occupe des admissions, alors je vais te laisser... Pour l'unité de soins, c'est sûr qu'il faut que l'équipe médicale soit impliquée parce qu'on a vraiment besoin d'avoir l'ensemble du dossier médical. Donc, il faut être référé par l'équipe médicale, donc par son médecin. Il faut aussi avoir un pronostic de moins de 3 mois, comme on disait. Puis il faut aussi accepter que dans le contexte de la Maison Saint-Raphaël, des soins palliatifs, on est vraiment dans des soins de confort. Donc il faut accepter que, évidemment, on va adresser toutes les souffrances, les douleurs, les inconvénients qui viennent avec la fin de vie. Mais c'est ça, il faut accepter ce cadre de soins-là. Donc, les gens on a sur notre site web, on a un formulaire qui est disponible pour une admission à l'unité de soins. Et ce formulaire-là est complété par une équipe médicale. Et donc, l'équipe médicale nous transmet la demande, puis on analyse chaque demande en équipe. On est 3 personnes avec 3 différentes disciplines. Donc, moi, la directrice médicale et la directrice des soins infirmiers. Puis, on s'assure d'offrir les chambres qui sont disponibles à chaque personne qui en a, je pourrais dire, le plus besoin, dans le sens qu'on on essaie que le timing soit bon parce qu'on a 12 chambres, donc on a quand même un nombre de chambres limité. Donc voilà, fait que ça, c'est pour la portion unité de soins. Pour le centre de jour, c'est presque comme ce que tu disais juste avant. Les gens peuvent juste appeler puis demander à me rencontrer, au fait. Donc, aussitôt que les gens rencontrent nos critères au centre de jour, c'est-à-dire d'être atteint d'une maladie terminale ou d'être un proche aidant ou d'une personne endeuillée, à ce moment-là, je rencontre les gens pour faire une petite discussion autour de leurs besoins. Et puis, c'est aussi simple que ça. Donc, pour le centre de jour, c'est pas nécessaire d'être référé par l'équipe médicale. OK, je comprends mieux. Et je pense que vous êtes arrivés à peu près en même temps. La Maison Saint-Raphaël, c'est pas comme si elle avait 50 ans. Là. Fait que c'est sûr que vous êtes pas mal arrivés en même temps. Oui. Qu'est-ce qui donne le goût à 2 femmes que je vois pétillantes et souriantes de s'en aller en soins palliatifs? C'est pas que je comprends pas, peut-être que je suis pas vite, mais je vous regarde. Qu'est-ce qui vous a dit, moi, ça va être ça, ma job? Bien, pour ma part, moi, c'est un changement complet là, de carrière. Pour moi, c'était tout nouveau. Pour Véronique, ça fait longtemps qu'elle est en soins palliatifs. C'est tout simplement l'amour de l'humain, puis l'amour de la vie, en fait. Puis ce désir de se rapprocher de peut-être plus d'authenticité. Il n'y a pas de masque où est-ce qu'on est. On n'est plus là. Donc, ce désir de se connecter à l'humain d'une façon authentique, je pense que c'est ce qui meut beaucoup l'équipe à Saint-Raphaël aussi. Fait que vous ne trouverez pas... vous trouvez que des personnes qui sont... qui sont amoureuses de l'humain, là, vraiment. Wow. C'est ça. Puis qui ont envie d'être là. C'est ça. Puis c'est un privilège d'avoir que les proches et les personnes malades nous laissent entrer dans cette intimité-là, au même titre qu'une naissance. Un décès, c'est un grand moment, et puis ça peut être beau, d'une certaine façon. Alors, c'est un privilège pour moi, en tout cas, puis pour toute l'équipe, je pense que c'est comme ça qu'on le voit, de faire partie de ça, puis de contribuer à ce que ça soit beau. Puis vous, Véronique, vous êtes dans les soins palliatifs depuis un petit peu plus longtemps de ce que j'ai compris, là. Oui, bien moi, je suis travailleuse sociale de profession. Donc, j'ai travaillé toute ma vie de près ou de loin avec les soins palliatifs. Donc, j'ai travaillé en soins à domicile où est-ce que j'ai fait des soins palliatifs. Et après ça, j'ai travaillé longtemps en milieu hospitalier, en oncologie et en soins palliatifs. Et puis, c'était un rêve pour moi. C'était un rêve, c'était un manque. Il n'y avait pas à Montréal, comme on l'a dit tantôt, il n'y avait pas de maison de soins palliatifs à Montréal.
Donc, puis le système de santé, ben, je ne m'éterniserai pas sur le sujet, mais tout le monde le sait qu'il y a des grands enjeux. Puis pour moi, quand on est en fin de vie, c'est un moment où est-ce que la dignité doit prendre toute la place. Et puis, malheureusement, en ce moment, dans les milieux hospitaliers, c'est pas le milieu où est-ce qu'on privilégie la dignité pour plein de raisons. Et donc, c'était juste une occasion en or. Je veux dire, c'était mon rêve. Depuis que j'ai gradué de l'université, il y a bien des années, je rêvais de travailler en maison de soins palliatifs. Donc, je suis vraiment, vraiment chanceuse. Ah, ben très heureux que votre rêve se soit réalisé là, avec justement l'ouverture en 2019, comme on parlait de la maison Saint-Raphaël. Tu avais parlé tantôt d'une 12 lits, si je me souviens bien, l'unité de soins. La maison Saint-Raphaël, c'est une équipe de combien? Est-ce que vous êtes beaucoup d'abeilles dans cette ruche-là pour reprendre votre activité de miel tantôt? Là? On est environ 70 employés. Présentement, on a au moins 80 bénévoles, puis ça doit être encore plus. On en cherche des bénévoles. Alors, c'est vraiment un modèle qui est hybride. Donc, on a des bénévoles qui prennent des postes carrément pour nous aider, pour contribuer à cette belle mission-là. Donc, c'est beaucoup d'abeilles, effectivement. Ben oui, certainement. Puis, en parlant de bénévoles, justement, quel type de... Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs catégories de postes de bénévoles, mais si moi, je suis interpellé, est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a différents besoins? Ça ressemble à quoi, vos bénévoles? C'est de tous âges et de tout profil, donc il n'y a pas besoin d'avoir une formation précise. Nous, à la Maison Saint-Raphaël, par contre, avant d'être bénévole, on va leur offrir une belle formation d'une vingtaine d'heures pour bien comprendre le contexte dans lequel ils vont évoluer. Et il y a des postes autant au niveau administratif, de la cuisine, l'entretien ménager, autant qu'auprès des patients. Donc, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire des soins. Donc, c'est vraiment très varié. Ben oui. Ah, c'est fantastique. Puis certainement que ça va interpeller certaines personnes. Et évidemment, quand on est bénévole, on veut savoir où est-ce qu'on va faire du bénévolat. La maison Saint-Raphaël, je ne suis pas sûr qu'on l'ait précisé. Elle est située où à Montréal? C'est situé à la bordure d'Outremont et de Côte-des-Neiges. Alors, c'est au coin de la rue Lajoie et Deakin. Alors, c'est vraiment assez central. C'est proche du métro Édouard-Montpetit. Pas trop loin d'HEC Montréal, dans le À fond. côté d'HEC, Vraiment exactement. Bon, ça peut situer les gens, donc si vous êtes bénévole, vous pouvez vous rendre là quand même facilement. Peu importe d'où vous venez sur l'île, dans le fond, c'est ce qui va retenir. On a parlé du financement, puis je pense que c'est le nerf de la guerre pour beaucoup d'organismes, pour beaucoup d'OBNL, évidemment, qui ont, oui, une partie de financement public, puis une chance, mais quand même beaucoup de poids sur leurs épaules pour aller chercher le financement privé. Comment est-ce que vous y parvenez à la Maison Saint-Raphaël à boucler chacune de vos années? Donc oui, on a parlé tantôt des dons là, sur les avis funéraires, qu'on va appeler du don in memoriam, mais il n'y a pas que ça. J'imagine que vous devez faire d'autres choses. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, sur un budget de 4,4 millions, on doit aller chercher à peu près 60 %. Donc, on a une équipe qui travaille à la philanthropie. On fait des événements de levée de fonds, évidemment. Puis, donc, on a 2 événements forts par année. C'est la marche au mois de mai, qui est une marche à la mémoire de certaines personnes, des personnes qui sont décédées. Puis ça peut être de n'importe qui, de l'extérieur aussi de Saint-Raphaël, qui vient marcher avec nous. On a le golf aussi, un tournoi de golf au mois de septembre. Sinon, évidemment, c'est vraiment des efforts au niveau de différentes campagnes. Et c'est du don. Donc, ça peut partir... Le don de 1 $ est aussi important que celui de 200 000. Donc, évidemment, on fait appel à différentes fondations, mais aussi des individus. Donc, il n'y a pas de petits dons à Saint-Raphaël. Les employés en donnent en général. Et puis, ça peut être aussi peu que 1 $ par paye, mais ça aide. Alors, c'est l'effort collectif de tout c'est le monde. C'est l'effort collectif. Exactement. Vous avez parlé de la marche, je pense que c'est la marche pour la dignité qui va avoir lieu le 7 mai 2023, si je ne me trompe pas. Exact. J'ai fait mes recherches. Mais qu'est-ce que c'est que cette marche-là? Parce que marcher, c'est une chose, mais j'imagine qu'il se passe quelque chose. Là. On doit avoir quand même toute une charge émotive. À quoi ça ressemble, cette marche-là, exactement? C'est une belle fête, en fait. C'est l'arrivée du printemps, c'est la semaine des soins palliatifs. Oui. Donc, on célèbre, on invite évidemment les familles des gens, des personnes qui sont décédées à venir marcher avec nous. Et en fait, le défi, c'est de se faire une petite équipe et d'aller solliciter évidemment son réseau pour lever des fonds.
Et puis, la journée de la marche, c'est de venir faire la marche. C'est autour de Saint-Raphaël. C'est très simple. Il y a différents formats, là. Donc, il y a des 1 km, des 5 km. Mais grosso modo, l'important, c'est juste d'être présent puis de fêter ensemble. Ah, c'est une très, très belle activité. Et puis, en plus, non seulement c'est une belle activité à la base, mais ça permet aussi de soutenir la Maison Saint-Raphaël. Tout à fait. On vient ajouter beaucoup de sens. Donc, on peut, de ce que je comprends, c'est qu'on peut vous aider, évidemment, en faisant du bénévolat, en participant aux activités, soit la marche au mois de mai, le tournoi de golf un peu plus tard dans l'année. On peut également, évidemment, faire un don directement, qu'on soit un individu, une entreprise, une fondation. Il y a moyen certainement de vous soutenir. Tous les organismes, même non lucratifs, les organismes de bienfaisance, vivent avec un tas de défis. C'est quoi pour vous vos grands défis? Évidemment, le financement, j'imagine, serait la première réponse. Le financement, c'est la première réponse, effectivement. C'est un défi. C'est sûr qu'on doit faire attention à chaque dollar qui sort de l'organisation. Puis, on veut que ça aille directement aux soins, aux patients puis aux personnes qui fréquentent Saint-Raphaël. Donc, évidemment, on ne fera pas de flafla, on n'est pas dans le luxe, mais c'est magnifique, soit dit en passant, comme lieu. Mais évidemment, on fait attention à chaque dollar qui sort. Alors, oui, c'est ça. De financement, clairement. Oui, financement. Les autres défis, recrutement, évidemment, en ce moment. Infirmières, on en a toujours besoin. Ouais. C'est un gros défi. Oui, j'imagine. Vous devez compétitionner contre beaucoup d'employeurs publics et privés qui veulent des infirmières. Oui. Puis le dernier, je dirais que c'est la définition du soin palliatif. Oui, c'est ça que j'allais dire. Okay. C'est l'importance de cette espèce d'image qu'on a des soins palliatifs qui est vraiment associée au moment de la mort, alors que c'est tellement plus que ça. Donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est notre mission aussi, de démystifier les soins palliatifs puis de rendre ça accessible, surtout. Surtout, c'est beaucoup dans l'actualité en ce moment, là. Vous avez très, très bien démystifié tout ça. En tout cas, on voit vraiment qu'on est dans la vie plus que dans d'autres choses. C'était un énorme plaisir de vous avoir avec nous. Olivia Lévesque, qui était directrice, qui est directrice générale de la Maison Saint-Raphaël, et Véronique Després, qui est directrice du Centre de jour de la Maison Saint-Raphaël. Si on veut vous aider, si on veut bénéficier des services, si on veut vous joindre, bref, on se rend sur maisonsaintraphaël.org ou on vous appelle au 514-736-2001, donc le 736-2001. Un immense plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore, mesdames. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Grand plaisir. Et à vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme complètement dans un autre domaine. Reste à l'écoute. Vous écoutez Les Héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Effectivement, bienvenue aux Héros anonymes. Et pour la deuxième partie de l'émission, j'ai grand bonheur de mettre un organisme qui n'a rien à voir avec la Maison Saint-Raphaël, je vous dis tout de suite. Un organisme qui s'appelle Réseau. Et pour ce faire, on reçoit le directeur général de Réseau, Alexandre Dumont-Blais. Bonjour Alexandre. Bonjour. Très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui pour qu'on parle de Réseau parce que j'ai l'impression que ceux qui connaissent Réseau le connaissent très bien. Ceux qui ne le connaissent pas vont en apprendre beaucoup sur cet organisme. Commençons par le commencement. Réseau, ça mange quoi en hiver, cet organisme-là? Et on est en plein hiver en ce moment, d'ailleurs. Oui. En fait, Réseau, c'est un organisme communautaire qui s'est créé à Montréal en 1991 par un comité, si je peux dire, par un regroupement d'hommes qui voulaient réagir au fait que leurs amis décédaient du sida. Oui, sûrement à l'époque, là, c'était... Exactement, et dans le tissu communautaire à Montréal et ailleurs au pays, il y a beaucoup d'organismes qui sont créés, souvent en réaction à des situations, épidémies, peu importe le volet de l'organisme. Donc, 91, donc on a 30 ans maintenant. On a fêté ça l'automne dernier. Bonne fête. Et merci. Et donc, c'était au départ, dans les années 90, vraiment axé sur aider les hommes LGBTQ+, ou des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc qui ne s'identifient pas comme LGBTQ+. Il y en a. Oui. Pour donc aider ces communautés à prévenir le VIH-Sida. Donc, les premiers 10 ans de l'organisme, en fait, les 2 premières décennies de l'organisme étaient beaucoup axés sur la santé sexuelle, prévention VIH, ITSS, autres ITSS aussi.
Et en 2010, donc, l'organisme a changé de nom parce que dans les années 90, ça s'appelait Action Séro-Zéro pour séropositivité zéro. Donc, vous voyez, même le nom de l'organisme là, faisait le lien direct avec la situation à l'époque. Donc, ça a changé de nom pour Réseau en 2010 avec une mission qui s'est élargie dans un concept de santé holistique. Donc, santé sexuelle est toujours le cœur de ce que Réseau fait dans ses services et programmes auprès des hommes LGBTQ+, mais on est beaucoup dans l'optique d'une santé globale, santé mentale, santé sociale, santé physique. Il y a beaucoup d'études dans les années 2000 et après qui ont démontré des liens directs entre les divers aspects de la santé. Donc, la santé sexuelle, oui, mais souvent, il y a des enjeux de consommation liés à la santé mentale et tout ça, et qui affectent, bien sûr, le risque pris dans un cadre de relations sexuelles intimes et amoureuses. Puis juste pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins familiers avec l'acronyme qui est généralement plus grand, mais évidemment qui, dans votre cas, se concentre là, LGBTQ+, donc on parle de personnes d'hommes gays, bisexuels, trans et autres situations. C'est ça. Officiellement, l'émission de Réseau, c'est pour les hommes qui s'identifient gays bisexuels, qu'ils soient cis ou trans. Puis, à Montréal, il y a différents organismes avec différentes missions. Donc, on se concentre sur ces communautés. Par contre, au sein de notre équipe et à travers les personnes qu'on peut rencontrer, ça va plus large que LGBTQ+, il faut le nommer. Ça nous amène des réflexions aussi internes dans notre façon de communiquer les services également. Mais bon, il y a beaucoup à faire pour les besoins de nos communautés. Il faut se concentrer des fois sur certains programmes-services. Je ne peux pas tout nommer les services. On va peut-être en parler un petit peu plus tard quand même. Mais on a fêté donc ces 30 ans de soutien communautaire. Et je me considère privilégié d'être dans la gestion d'un organisme et être au moment de son histoire où on fête 30 ans et on s'est donné le droit de le fêter avec un événement avec plus de 200 personnes l'automne dernier. Dur à queer, hein, c'est ça? Exactement. C'était notre événement Dur à queer après 30 ans de service. Et puis de rencontrer aussi des personnes qui ont connu Réseau il y a 20 ans, il y a 25 ans, qui ont connu, dans le fond, qui ont travaillé à Réseau, qui ont été sur des conseils d'administration dans le passé. Donc, c'est quand même un moment qui a été très marquant pour nous l'automne dernier. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'était prévu l'année d'avant, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant 2 ans dans le monde. Donc, ça a été pour nous et surtout, on va sûrement en reparler avec l'arrivée de la variole simienne en mai dernier, qui s'est rajouté à ces activités de 30 ans et estivales et tout après 2 ans de ce qu'on a connu avant. Ça a été très, très, très... très actif à Réseau. Nos équipes ont travaillé très fort. Puis une fois de plus démontré, surtout avec l'arrivée de la variole simienne, que le travail communautaire, les liens qu'on crée avec nos communautés, nos contacts, nos partenaires avec la santé publique qu'on maintient dans le temps, quand il arrive quelque chose, ça fonctionne et le travail communautaire est vraiment pertinent. Bien, totalement, parce que malgré, mais évidemment, c'était pas souhaité, mais Montréal est devenu un peu une zone très à risque avec la variole, avec la fierté, puis bon, la vaccination qui est en lien avec tout ça. Et vous avez été pas juste réactif, mais proactif là, avec les différents voyageurs, sachant que ça amène beaucoup de gens, la fierté à Montréal. Quand vous avez été fondé là, en 1991, alors que j'étais encore tout jeune, il y avait une réalité qui était celle du VIH-Sida. On a l'impression, et peut-être à travers, et je pense à travers, que ça n'existe plus, tout ça, qu'on n'en parle plus tant que ça du VIH-Sida, qu'on n'en meurt plus, que ça n'existe plus. Sur la réalité terrain, est-ce que ça existe encore ou on réussit à contrôler tout ça dans une certaine mesure? C'est une très bonne question qui intègre plusieurs facteurs. Oui, ça existe encore. Encore aujourd'hui, il y a des jeunes et de plus en plus jeunes hommes, et je vais parler des communautés que Réseau rejoint, mais le VIH ne touche pas que les hommes qui ont des relations avec des hommes. Mais encore aujourd'hui à Montréal, près de 7 cas sur 10 de VIH, de nouveaux cas, sont chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, selon les plus récentes statistiques. Donc, les communautés que Réseau rejoint sont largement disproportionnellement affectées et depuis des décennies. Donc, pour nous, ça reste un enjeu très actuel. Et ce qu'on remarque, surtout dans les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes jeunes qui contractent le VIH et aussi des personnes qui sont nouvellement arrivées au Québec, au Canada, en immigration ou en processus d'immigration, qui, pour toutes sortes de facteurs, contractent le VIH.
surtout chez des personnes en ce moment hispanophones. On a vu chez d'autres communautés dans les dernières années. Donc, oui, c'est très important pour nous, puis ça demeure quand même le cœur de notre travail. Ce qu'on peut constater dans les dernières années, depuis les années 2000, il y a eu différentes campagnes de prévention VIH qui ont évolué dans le temps. Dans les débuts des années 2000, fin 90, c'était des campagnes de peur axées sur le fait que tu pouvais en décéder. Aujourd'hui, il faut le nommer, il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques, il y a eu beaucoup de stratégies et beaucoup de travail communautaire, soutien communautaire, qui fait en sorte qu'on peut bien vivre avec le VIH en prenant son traitement, avoir une charge virale indétectable. Nous, on mise beaucoup sur le I égale I, donc indétectable égale intransmissible. Donc, une personne qui prend son traitement tous les jours est intransmissible. Donc, il n'y aura pas de transmission de VIH, puisqu'on dit souvent dans nos interventions, il y a moins de risque d'avoir une relation sexuelle non protégée avec une personne qui vit avec le VIH parce qu'elle connaît son statut, elle va voir un médecin régulièrement et donc fait partie de la prévention du VIH aujourd'hui versus une personne qui pourrait dire « Moi, j'ai rien, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on sait sur une personne inconnue? » Donc, je ne veux pas partir de panique du tout, mais on dit souvent dans l'intervention que la clé, c'est de connaître son statut, qu'on soit séropositif ou non, et après ça, on est capable de prendre des décisions dans nos relations en fonction de ça. Donc, après l'intégration de toutes sortes de stratégies et réflexions, je pense que certaines personnes, peut-être aussi des personnes plus jeunes, peuvent penser justement que c'est correct qu'on peut vivre avec le VIH ou c'est moins important d'y penser. Sauf que oui, on vit bien avec un traitement, mais il faut quand même prendre une pilule pour l'instant tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des études qui sont en cours pour tenter de trouver un vaccin et tout ça et d'éradiquer le VIH, puis on continue d'y croire, mais en ce moment, à l'heure où on se parle, c'est pas le cas encore. Le VIH ne peut pas... on vit encore avec le VIH on est obligé de prendre un traitement. Donc, nous, on est aussi beaucoup en prévention. Donc, évidemment, on veut prévenir de nouvelles transmissions. Il y a toutes sortes de stratégies qui existent, qui se sont développées dans les dernières années, auxquelles le réseau, d'ailleurs, a largement contribué en tant que partenaire communautaire. Il y a eu des études sur la PrEP internationale qui ont été faites et on va toujours être au-devant pour aider ce développement de nouvelles stratégies, soit en participant au recrutement de personnes pour participer à des projets de recherche ou nous-mêmes en donnant notre avis et en étant partie prenante de différentes sortes de projets à travers les années. Puis la PrEP, justement, je pense que c'est ça, c'est le médicament qui permet de baisser la charge virale, donc de rendre tout ça indétectable et intransmissible. C'est bien ça? En fait, je vais corriger. Non, la PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. Okay. Donc, c'est un médicament qu'on prend à l'avance. Donc, on est vendredi aujourd'hui. Je prévois des relations sexuelles en fin de semaine. Je peux prendre un médicament à l'avance. Si je le prends pendant une période où je vais avoir de l'activité sexuelle, je dois le prendre minimalement 2 heures avant la première relation sexuelle et après ça, tous les jours, 24 heures. Ou sinon, la prendre en continu tous les jours à la même heure, idéalement. Et ça, donc le médicament qui est suffisamment concentration dans ton corps, si jamais tu es en contact avec le VIH, réduit très, très considérablement le risque de transmission du VIH. Donc, dans le fond, la PrEP, c'est un outil pour prévenir. Donc, en fonction de tes pratiques, tu peux le prendre à la demande ou en continu. J'invite les personnes à contacter du personnel de soins, infirmiers, infirmières, médecins ou consulter notre site web et contacter nos intervenants. En contrepartie, si j'ai eu une relation à risque et je crois avoir été en contact avec le VIH, il y a une autre stratégie qui s'appelle la PEP, la prophylaxie ou la PPE en français, prophylaxie post-exposition. Donc, le pré en prévention, le post... Exactement. Si c'est pris, c'est un cocktail de molécules, de médicaments qu'on va te donner pendant 28 jours. Et si c'est pris dans les 72 heures suivant la relation sexuelle dite à risque, il y a un pourcentage très élevé d'élimination du risque de transmission. Donc ça, c'est 2 stratégies qui sont des médicaments. Comme je disais tantôt, une personne qui vit avec le VIH puis qui prend son traitement tous les jours fait partie de l'équation de prévention parce que dans le fond, elle ne transmettra pas le VIH. Autrement, il y a le condom, bien sûr, qui reste une stratégie, ne l'oublions pas. Il y a toutes sortes d'autres stratégies aussi, réduction du nombre de partenaires, discuter avec ses partenaires aussi de son statut, de ses dépistages, faire du dépistage régulièrement, évidemment. On milite beaucoup pour revenir à la PrEP d'ailleurs à réseau, on milite pour une PrEP disponible
à tout le monde qui en a besoin, soit gratuite dans l'idéal, ou peut-être avoir une réflexion sur qu'elle soit disponible en fonction du revenu à un coût moindre. Parce qu'on le sait, une prête prise tous les jours, donc pour un générique de l'équivalent au médicament initial, c'est environ 60 $ par mois quand c'est couvert à 80% par une assurance. Donc, ça reste quand même 60 $ par mois. C'est pas tout le monde qui vont pouvoir décider de mettre 60 $ de leur budget, surtout dans un contexte d'inflation sur ça. Donc, dans d'autres provinces au Canada, la PrEP est gratuite pour les personnes qui sont à risque. Nos communautés sont à risque, comme je disais, en fonction des statistiques de la prévalence du VIH. Au Québec, pour l'instant, il n'y a toujours pas ce genre de programme. On le souhaite, on le demande et on milite pour ça parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent. Dans d'autres grandes villes dans le monde, à Paris, Londres, il y a des programmes de PrEP gratuites et ça a eu un impact direct sur la prévalence du VIH chez les hommes de nos communautés. Et d'ailleurs, une stratégie récente, c'est l'autotest VIH. Il y a eu des nouvelles cet été après la conférence mondiale sur le sida qui était à Montréal, AIDS 2022. Le ministre Duclos, fédéral de la Santé, a annoncé un programme de 8 millions de dollars pour implanter l'autotest au Canada. Juste pour vous dire, le Canada fabrique des autotests VIH depuis des années pour d'autres pays. Et ce n'est que très récemment que ça a été approuvé par Santé Canada. Wow. Au Canada, c'est long des fois avoir des stratégies qui fonctionnent pour nos communautés dans d'autres pays depuis longtemps. C'est dur, ça prend du temps avant que ça soit approuvé ici. La PrEP a été homologuée par Santé Canada il y a quelques années, alors qu'aux États-Unis, ça faisait 2 fois plus de temps que ça l'était. Donc, l'autotest, pour terminer là-dessus, nous, à Réseau, on a des autotests. On en distribue dans les bars, dans les établissements du village qui est près de nos bureaux. C'est clair, dans les prochains mois, c'est une nouvelle stratégie qu'on va vraiment intégrer dans toutes nos activités. Ben, c'est extraordinaire ce que Réseau fait en prévention, mais aussi après ça, si jamais malheureusement la prévention n'a peut-être pas été suffisante, ben, il y a d'autres stratégies à adopter pour justement limiter les différents risques. Alors c'est extraordinaire ce que Réseau fait et on va continuer juste dans un petit instant, on s'arrête pour une courte pause et on va continuer de discuter de cet organisme-là, Réseau, avec Alexandre Dumont-Blais. Alors, de retour à Héros Anonyme, on est avec Alexandre Dumont-Blais, qui est directeur général de l'organisme Réseau. On a parlé beaucoup de prévention, on a parlé de vivre aussi avec le VIH, puis bon, la nécessité d'un organisme comme Réseau pour peut-être des fois mettre à l'agenda de façon un peu plus urgente là, auprès des gouvernements les différentes possibilités qui existent déjà et qui pourraient faciliter la vie de tout le monde. Réseau, c'est, je vais vous avouer, mon premier contact avec Réseau, là, pour moi, c'était une enveloppe avec un préservatif dans un bar et c'était un grand outil probablement de prévention. Je ne sais pas si ça existe encore, si Réseau le fait encore. C'était mon premier contact avec cet organisme-là. Aujourd'hui, Réseau fait toujours, et de façon très nécessaire et évidente, de la prévention. Qu'est-ce que vous faites d'autre aussi, Réseau, au-delà de la prévention, là, en lien avec la sexualité, les relations de couple, j'imagine, il doit y avoir d'autres éléments sur lesquels vous touchez? Effectivement, Réseau, c'est plus que des sachets condoms. Et on nous dit souvent ça on le prend très bien. Ça fait plus de 25 ans que Réseau distribue des sachets condoms dans les établissements du village. Et c'est souvent une première porte. Par ailleurs, pour le bénévolat aussi, on a une équipe bénévole qui fait l'ensachage de ces sachets, donc mettre les lubrifiants et les condoms dans un petit sac et les distribuer dans le village. C'est des bénévoles qui font ça depuis toujours. Il doit en avoir eu des milliers et des milliers. On parle de plusieurs millions de condoms distribués depuis le début. C'est une activité principale dans la distribution de matériel de protection et aussi matériel de consommation. Mais oui, c'est plus que ça. Puis, en fait, ce que je dis souvent, que ce soit pour Réseau, d'autres organismes communautaires, souvent, on peut ne pas connaître un organisme parce qu'on n'a pas eu un besoin. On n'a pas eu besoin de parler ou d'avoir un certain soutien, soit pour soi-même ou un ami, une amie.
Donc, c'est pour ça que des fois, les gens ne connaissent pas Réseau. Moindrement qu'il y a un besoin ou une question, quoi que ce soit lié à ce que les personnes vivent, vont venir à Réseau. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt dans l'entretien, la mission en 2010 de Réseau s'est élargie pour aller plus loin que la santé sexuelle, donc santé mentale, santé sociale et tout. Dans les années, en fait, en 2019 et dans les années qui ont suivi, on a lancé quelques campagnes pour ouvrir les réflexions sur des enjeux qu'on voyait dans nos communautés. Par exemple, sur le consentement sexuel entre hommes. Quelques années, en fait, près de 2 ans après le mouvement MeToo initié par des femmes, il y a eu davantage de réflexion dans les interventions qu'on menait entre hommes sur la notion de consentement. Donc, on a eu l'idée de créer une campagne sur le consentement entre hommes qui est d'ailleurs encore visuellement dans certains établissements du village. Je pense que c'est notre meilleur placement média à vie de voir encore notre campagne. Puis je pense que c'est aussi une façon de supporter les messages de l'organisme et que c'est des sujets qui sont importants, surtout dans des établissements de bar où les gens peuvent consommer de l'alcool ou des drogues. On avait sorti aussi une campagne sur la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes, donc violence physique, violence sexuelle, violence psychologique. Il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent... dans tout type de relation d'ailleurs, que ce soit une relation fermée, ouverte, polyamoureuse, des amis qui ont du sexe ensemble. Ce qu'on a remarqué aussi à travers nos interventions puis différents projets de recherche dans lesquels on a participé, c'est que souvent entre hommes, on va intérioriser des stéréotypes qu'on accorde normalement à l'homme dans la société, celui d'être fort, celui de ne pas parler de ses émotions, celui de prendre le contrôle et tout ça. Ça fait en sorte que souvent des situations vont être vécues, on ne va pas s'en rendre compte et on ne va pas se donner le droit d'être victime ou de vivre des situations finalement qui ne sont pas saines. Alors, on travaille encore sur ces enjeux parce que ça demeure tabou, ça demeure souvent très subtil et on est dans des engrenages de situations qu'on ne comprend pas et qu'on ne remet pas en question. Donc, on soutient les communautés avec toutes sortes de projets créatifs dans les dernières années et d'autres à venir. Il y a eu des récits littéraires dans lesquels il y avait des histoires dans lesquelles il y avait différentes dynamiques de violence. Il y a eu d'informations web, des témoignages vidéo et tout ça, bien sûr. Donc, on continue dans cette veine et notre dernière campagne avait été lancée à la fin mars l'année passée sur le racisme sexuel. Donc, parce que sur les applications mobiles de rencontre, il y a du racisme sexuel. Il y a des personnes qui vont automatiquement refuser de parler ou d'avoir des relations sexuelles avec des personnes racisées, ce qui crée donc du stigma, bien sûr, et qui crée aussi une impossibilité pour plusieurs d'avoir des relations sexuelles. Tout le monde a besoin de sexualité dans leur vie, peu importe notre genre et notre origine. Et aussi, ça, évidemment, ça peut avoir des impacts sur la santé mentale, mais même aussi sur la santé sexuelle, parce que si tu es dans une situation où tu as moins de sexualité, tu vas peut-être accepter des choses ou avoir des comportements plus à risque, parce que dans le fond, comme je dis, on a tous besoin de sexualité. Alors, ça, c'est notre plus récente campagne. Et puis, en fait, l'automne dernier, on a lancé une campagne de dons aussi pour... c'est quelque chose que Réseau, dans le passé, n'avait pas fait souvent. On offre des services gratuits. On a des subventions fédérales, provinciales pour accomplir différents programmes d'intervention et tout ça, du programme de soutien aux services communautaires aussi. Mais on voulait aussi, dans ces condoms gratuits distribués, mais faits par des bénévoles, dans ce soutien d'intervention offert gratuitement, faire comprendre aussi que derrière ça, pour nous aider dans notre autofinancement et d'avoir des fonds qu'on peut utiliser pour des, souvent, programmes et services qu'on peut avoir de la difficulté à financer. On a lancé une campagne de dons à l'automne, en fait, juste avant les fêtes, pour sensibiliser nos communautés à faire un don à Réseau. Et puis, je vous parlerai aussi, peut-être parler d'un service qu'on parle peut-être moins parce que c'est des communautés très précises qu'on rejoint, notre programme de travail du sexe. Ouais. Donc, depuis plus de 20 ans, on a un programme de travail du sexe à Réseau qui rejoint des hommes qui font du travail du sexe, mais aussi il y a des personnes trans et personnes non-binaires qu'on rejoint à travers notre programme surtout depuis les dernières années. Parce qu'il n'y a pas d'autres centres de soir offerts aux personnes qui font du travail du sexe à Montréal, au centre-ville. Donc, on offre de la nourriture, on offre du service d'intervention, des dépistages aussi. On fait des dépistages dans les bars de danseurs aussi. Puis, une majorité de cette clientèle qu'on rejoint, c'est des personnes qui vivent en itinérance ou sans domicile fixe. Donc, en ce moment, il fait très froid à Montréal. Donc, c'est clair qu'on
qu'on est beaucoup en soutien et on essaie de les référer vers des maisons d'hébergement. C'est pas évident en ce moment à Montréal avec les froids qu'on vit. Donc, c'est une clientèle qui a beaucoup de besoins, évidemment, des enjeux de consommation, qui vit beaucoup de répression, de marginalisation, parce que le travail du sexe encore est criminalisé. C'est un service très précis avec quelques personnes en équipe d'intervention. On fait beaucoup de travail de rue pour rejoindre d'autres personnes qui pourraient peut-être éventuellement venir à notre programme de travail du sexe. Évidemment, ça m'aime peut-être à parler de quelques positions que Réseau a. Donc, évidemment, on prône la décriminalisation du travail du sexe. On prône la décriminalisation du VIH, bien sûr, et des drogues. Comme la santé publique de Montréal, la santé publique de Toronto l'a dit dans les derniers mois, années, voir la consommation de drogue comme un crime plutôt qu'un problème de santé mentale, c'est vraiment problématique. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les autorités de santé publique, mais aussi policières, comprennent ça. Il y a certains programmes au Canada, donc en Colombie-Britannique, qui sont en cours sur la décriminalisation de certaines drogues et de possession. Donc, on voit qu'il y a des avancées là, sur cette réflexion sociale. On aimerait bien sûr que ça aille plus vite ici au Québec. Voilà pour ce programme. Et sinon, je dirais aussi qu'est-ce qui occupe nos pensées en ce moment à Réseau sur les sujets. On a vécu une épidémie, pas une épidémie, pardon, mais une éclosion de variole simienne l'été dernier. Donc, ça nous a fait comprendre l'importance d'être à l'affût puis d'être en réaction, d'être prêt à réagir. On a bien réagi avec la mobilisation communautaire aussi. Pour l'été prochain, puis dans les prochains mois, on va, avec des nouveaux financements potentiels, là, s'attarder avec le chemsex, donc la consommation de substances dans un contexte de sexualité qui a des impacts sur la santé mentale, sur la prise de risque VIH-TSS. Aussi, peut-être développer des nouvelles campagnes sur la violence entre hommes à travers des ententes qu'il peut y avoir dans différents types de configurations relationnelles. Vous avez certainement du pain sur la planche. Toujours. Toujours. Je pense qu'on finira jamais de faire de l'intervention, de la prévention et aussi de l'accompagnement des gens qui vivent avec différentes réalités. Là. En lien avec tout ça, vous avez parlé de votre financement. Vous avez lancé une campagne de dons à l'automne dernier. Et vous avez parlé de bénévoles aussi, si je ne me trompe pas. Donc, il y a moyen de vous aider de différentes façons, là, financièrement, bénévolement. Et lorsqu'on aide Réseau, c'est quoi la grandeur de votre équipe? Parce que là, vous avez parlé aussi d'équipe d'intervention. Je vais avouer que c'est peut-être un aspect que j'avais moins vu ou moins perçu, ces intervenants-là, puis il doit y en avoir plus qu'un. Alors, ça représente quoi votre équipe chez Réseau? Bonne question, parce que c'est important pour moi de parler de notre équipe de travail. Il est loin d'avoir juste moi dans l'équipe. En fait, en ce moment, on est 24 personnes à temps plein. On a différents secteurs, programmes et services. Essentiellement, on a une équipe au programme d'intervention au travail du sexe. Donc, c'est 5-6 personnes. Plus dans notre équipe d'intervention de proximité, c'est un autre 6-7 personnes. Et après, on a différents projets en fonction des financements qu'on obtient. On a un volet web avec une application mobile Réseau Santé que les personnes peuvent télécharger. Sur cette application mobile, il y a différents parcours qu'on peut choisir en fonction d'objectifs personnels pour améliorer notre santé, pas juste sexuelle, mais toutes sortes d'outils sur notre application. On a travaillé aussi sur l'autofinancement. On a travaillé aussi sur une alliance pan-canadienne déjà depuis quelques années avec d'autres organismes qui ont une mission similaire à celle de Réseau. Donc, on développe des activités et projets. Et par ailleurs, j'invite les personnes à s'inscrire à notre SMASH 2023, qui est notre conférence annuelle qui a lieu les 10 et 11 mars prochains à l'Hôtel Hyatt au centre du village. C'est une conférence de 2 jours, vendredi, samedi, qui est offerte à plus de 100 personnes à chaque année en français pour parler de santé LGBTQ+, santé globale, bien sûr. Ça réunit des personnes issues de nos communautés, bien sûr, mais des organismes communautaires partenaires, des personnes qui travaillent en recherche communautaire. Ça se remplit assez vite, donc je vous invite à consulter notre page Facebook Réseau Santé pour voir l'événement et s'inscrire en ligne. Et c'est l'occasion pour nous aussi de faire le point sur les enjeux actuels, qu'est-ce qui cette année nous a interpellés aussi, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est quand même une grosse équipe, puis selon des confirmations de financement à venir, on va peut-être être près de 30 personnes d'ici la fin de l'été. Je vous souhaite. Ça reste à voir.
Je vous souhaite, parce que vous faites certainement là, beaucoup de miracles avec 24 personnes, donc vous allez pouvoir en faire davantage, certainement si vous êtes 30. C'était un énorme plaisir, Alexandre Dumont-Blais, directeur général de chez Réseau. Le temps passe très vite, je vous l'avais dit. Si vous voulez plus d'informations sur Réseau ou pour en savoir davantage, je vais vous dire, le site web, là, c'est une source incroyable d'informations. Rendez-vous sur réseausanté.org. Vous pouvez également les joindre en composant le 514-521-7778. Merci encore, Alexandre. Grand plaisir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, merci à nos précieux invités. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, à Catherine Bourderon à la recherche, à vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêtés sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes vitaux pour nos communautés, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse, que vous pourriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, je vous donne certainement rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine, à très bientôt.